Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur le laboratoire de la force pour l'épisode numéro 15 ou 16. Je me souviens plus, ça fait très longtemps que j'ai pas tourné d'épisode. En ce moment, j'arrive pas à être régulier. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous parler assez rapidement, à cœur ouvert, de tout ce qui me passe par la tête, de tous les projets que j'ai un petit peu plus ou moins en cours, de mon activité de coaching. On est là pour discuter comme si je discutais avec des amis, que je faisais un petit point. Je me suis fait un petit café, j'attends qu'on puisse aller manger tranquillement avec ma copine, voilà. Et donc l'objectif ici, c'est de vous apporter le plus d'informations possible sur l'activité du coaching et de vous faire un petit point à chaque fois sur ce que je fais actuellement, qu'est-ce qui se passe entre guillemets un peu dans mon activité, qu'est-ce que j'apprends de nouveau. Là, j'ai souscrit à une formation entre guillemets, la formation du docteur André Ospina qui est celle de Functional Range Conditioning. Donc on va faire un petit point sur tout ça et voir de quoi est-ce qu'on pourrait discuter. Parce que jusqu'à présent, les podcasts étaient toujours orientés sur apporter une information supplémentaire, mais j'ai pas envie de me brider. Et du coup, j'ai hésité à parler encore de la planification, de la périodisation d'entraînement, mais en fait, tout ça, ça devient tellement pas abstrait, mais tellement une philosophie que c'est difficile de mettre des mots dessus, de pouvoir le cadrer correctement, parce que finalement, je me rends compte que tout peut fonctionner du moment qu'on comprend les principes. On parle beaucoup de méthodes, de top set, de back-off, de straight set. Et straight set, c'est quand on fait des 3 fois, 3 séries de quelque chose. On a ça, on a les clusters, on a les layer reps. J'ai des personnes qui sont bloquées dans certaines méthodologies d'entraînement alors que ce n'est pas forcément ce qui leur est nécessaire. Et malheureusement, c'est difficile de penser différemment. Et quand on prend du recul et qu'on comprend les principes et qu'on arrive à extraire vraiment l'essence de qu'est-ce que fait chaque méthode, alors ça prend du temps, ça vient avec l'expérience, je pense aussi, mais c'est un peu long et c'est dur et ça demande beaucoup de réflexion. C'est ce que je fais énormément dans mes journées, c'est ça. C'est quand même beaucoup plus difficile après de venir programmer en ayant toutes ces choses en tête et de s'attacher à des méthodes alors qu'en vrai, tout peut fonctionner et il n'y a rien qui ne marche pas en fait, malheureux. Enfin, c'est ça qui est dur. C'est tout le monde demande c'est quoi la meilleure façon de, c'est quoi le meilleur truc, mais c'est pas la meilleure façon de. C'est que tous les processus vont prendre du temps et qu'il va falloir les appliquer. Et le meilleur processus, en fait, c'est celui qu'on va réussir à répéter dans le temps. Et je me rends compte de plus en plus parce que à chercher l'optimisation de tout, à être avec la meilleure méthode, sur la meilleure fréquence d'entraînement pour améliorer mon squat ou ma traction ou quoi. Mais en fait, il y a des gens qui vont dire qu'il va falloir faire des tractions 3 fois par semaine. Mais après, il y a d'autres courants de pensée quand on comprend la microanatomie et la macroanatomie que, ouais, mais si je fais que des tractions, je suis en grande partie tout le temps sur les mêmes lignes de tissu, sauf si je change de prise. Si je fais, en soi, je pourrais théoriquement sur la programmation d'entraînement faire 3 séances de traction ou 3 séances de dips ou 3 séances de squat, garder le même squat exactement pareil, ou le même dips ou la même traction, pronation par exemple, pour prendre traction, pronation, et juste changer les différentes qualités physiques que je travaille dans ma semaine en travaillant un jour sur la force, un jour sur la puissance et un jour sur de l'endurance ou alors un jour sur de la qualité de vitesse. D'accord. Le fait de travailler les différentes qualités physiques, on n'a pas les mêmes intensités et volumes et donc forcément pour récupérer c'est plus facile. Mais il y a aussi un petit problème là-dedans, c'est que ok, je m'expose énormément à quelque chose de très spécifique, donc là je vais peut-être pouvoir l'utiliser pour une phase qui va me demander de faire des tractions lestées d'une certaine prise, mais en faisant cette phase-là avec que des tractions en pronation, je viens léser entre guillemets et surcharger toujours la même ligne de tissu de façon différente parce qu'on travaille des qualités physiques qui sont différentes, mais tout le temps de la même façon, tout le temps sur les mêmes lignes de, enfin pas de la même façon, mais tout le temps sur les mêmes lignes de tissu, sans changer les angles articulaires, sans changer le profil de résistance. Donc au final, je me retrouve avec peut-être des déficits à certains endroits qui pourraient impacter ma capacité de mouvement, ma mobilité, ma production de force, et finalement créer des maillons faibles que que je vais devoir combler plus tard. Donc c'est là où les périodes d'accumulation vont être utiles. Et c'est pour ça qu'on dit de varier ses mouvements, mais en fait on ne dit pas de varier ses mouvements pour varier ses mouvements. C'est juste que si je veux rester sur une fréquence de 3 tractions semaine, qu'est-ce qui m'empêche de faire traction pronation, traction prise neutre, traction chin-up. Qu'est-ce qui s'est passé en vrai? Déjà, j'ai eu une angulation au niveau du coude qui a changé, donc je suis passé je mets un peu plus de tension au niveau de mes pronateurs vers mes supinateurs, d'accord, donc biceps et autres. Et surtout, je suis passé de mon coude, il est ici dans l'espace sur une zone d'abduction horizontale et verticale qui est plutôt par ici, puis ensuite un peu plus par là, et ensuite carrément bloqué ici quand je fais de machine up. Donc c'est ça en fait qui est intéressant dans la variation, c'est-à-dire que j'ai travaillé toutes mes lignes de tissu ici. Le problème étant aussi, c'est qu'après on a tout le temps le même profil de résistance avec une résistance qui sera maximale quand on va atteindre les 90 degrés. Donc on a le grand dorsal qui n'est pas vraiment en position étirée, pas vraiment en position raccourcie. On est plutôt dans un profil, on va dire, neutre, ok.
entre guillemets, et encore on pourrait presque se dire que ça devient dur en position raccourcie, et donc il faudrait aller chercher un profil de résistance qui vient étirer ce grand dorsal, que ce soit ici, par exemple pour changer carrément la zone, plutôt que d'être tout le temps avec le bras devant, peut-être aller chercher, si la mobilité nous le permet, une position overhead pour avoir un étirement du grand dorsal, et venir du coup recruter des lignes de tissu qu'on ne viendrait pas solliciter. Parce que finalement, on dit oui, pour travailler le grand dorsal, il faut travailler comme ça ou comme ça, d'accord, mais je peux travailler comme ça aussi, pourquoi je ne pourrais pas travailler comme ça? Parce que là, il se passe quoi? J'ai un étirement entre la hanche et l'épaule ici, et le grand dorsal, il ne fait pas qu'un truc, c'est une composition de choses, avec une composition de lignes de tissu. Je ne crois pas avoir de quoi dessiner là-dessus, mais le problème étant, c'est qu'on pense le muscle comme quelque chose qui est simplement unifié, alors qu'en fait, dans un même muscle, il y a plusieurs petites lignes de tissu avec plusieurs petits muscles et plusieurs petits tendons qui font un peu comme une harpe, où on pourra aller chercher et choisir la tension qu'on veut aller placer sur chacune de ces lignes de tissu et ainsi permettre de créer une harmonie au niveau du muscle. Rien que quand on regarde la transmission de force au niveau du muscle, si on regarde la transmission de force, comment la force est propagée quand il y a une contraction musculaire, la force est transmise de façon latérale. D'accord? Donc déjà, on a une hypertrophie régionale qui s'effectue. Et en fonction de si on fait plutôt une tension type de contraction ou une tension plutôt d'étirement, on va avoir une dissipation de la force, un peu plus de l'insertion vers l'origine, enfin de l'origine plutôt vers l'insertion, et ainsi de suite. Donc on aura, c'est pour ça que les positions d'étirement sont plus favorables pour l'hypertrophie, mais on a une transmission latérale de la force qui s'effectue au niveau musculaire, d'accord? Donc par définition, on va négliger des angles et des tissus. Et il va falloir aller chercher des angles articulaires qu'on ne fait pas pour augmenter notre base. C'est là où aussi on parle de tout ce qui est base et pic dans la programmation d'entraînement. On veut augmenter la base, et augmenter la base, ça veut dire potentiellement faire des mouvements avec des profils de résistance, avec des charges, avec des intensités, avec des fréquences qu'on n'a pas l'habitude d'effectuer pour augmenter la capacité d'entraînement, pour combler les petits maillons faibles qu'on pourrait avoir, et pour du coup induire une base de plus en plus large qui va permettre d'atteindre un sommet de plus en plus haut quand on va vouloir spécifier. Et donc on doit faire des allers-retours dans cette base et de ce pic, comme ça. Donc ça c'est important, et c'est pour ça qu'on ne s'attarde pas sur la méthode, parce que la méthode elle contraint dans un schéma de pensée qui va amener des résultats à un moment donné, mais une fois qu'on a épuisé la méthode, eh bien, il va falloir repenser d'un peu plus de façon macro, parce que quand on a fait toutes les méthodes et que ça ne marche plus et qu'on a tourné tout le temps dessus, finalement on ne peut plus rien sortir. C'est comme une orange qu'on a pressée une fois, si on va la represser une deuxième fois, ça ne fonctionnera plus, ou en tout cas il va sortir un peu moins de jus qu'à la première pression. Mais là c'est exactement la même chose. Donc en plus après ça peut devenir un peu monotone si on n'effectue pas certains changements qui pourraient être effectués. Ça c'est la pyramide d'entraînement de chez Eric Helms, avec la partie adhérence. La partie adhérence d'entraînement est nécessaire. Et j'avoue que moi, parfois, dans mes entraînements, à chercher l'optimisation, à toujours vouloir trouver quelque chose qui est meilleur, je me retrouve à pas trouver, déjà, numéro 1. Je me retrouve à pas trouver la meilleure chose, et je me retrouve à tomber dans mes travers, dans mes facilités à moi, alors qu'en vrai, c'est là où l'utilité d'un coach est importante, c'est que le coach réfléchit pour vous et devient tout à fait objectif dans la méthodologie qu'il va devoir appliquer et dans le schéma de mouvement dans le schéma de progression qu'il va pouvoir appliquer pour vous. C'est là où le coach est très pertinent, et c'est même pour ça que personnellement, je ne me fais pas coacher, mais je devrais me faire coacher. Mais je ne me fais pas coacher parce que je préfère apprendre auprès de coachs à travers leur formation et m'imprégner de leur expérience pour appliquer sur moi ce qu'ils prêchent. Donc en gros, je sacrifie un peu ma progression pour comprendre, exécuter et ainsi de pouvoir l'appliquer sur mes clients. Donc en gros, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je me fasse coacher par un coach qui a plus d'expérience que moi, en tout cas vers ce vers quoi j'aimerais apprendre. Par exemple la mobilité, on a Kevin, on a Alexis Beck, on a Damien Hospital, on a Max de Mobility Specialist qui ont des choses que j'ai envie de pouvoir, que j'aimerais pouvoir avoir en tant que, en tant que contact, en tant que presque mentor. Donc j'ai déjà eu Kevin avec le mentorship, j'ai déjà eu plusieurs formations avec Alexis Beck, j'ai déjà eu des appels avec Damien Hospital, qui m'ont quand même bien aidé sur ce développement-là d'un point de vue technique et même d'un point de vue mindset et business, que j'ai du mal à appliquer quand même, mais qu'il faut continuer à effectuer. Et finalement, par exemple, Max, là en ce moment, comme moi j'ai mon objectif du grand écart à effectuer sur lequel je galère, c'est très très dur d'essayer de concilier. En fait, je trouve ça extrêmement compliqué en ce moment d'avoir les clients en ligne, mais je suis très content, je suis très heureux d'avoir tout ça, mais j'ai du mal à m'organiser moi personnellement pour mes clients en ligne, où je fais tout en temps et en heure, ça, il n'y a pas de problème, et c'est mon truc, il faut continuer à le faire. Mes clients en présentiel, ou pareil, je fais tout en temps et en heure, mais du coup, j'ai du mal pour moi-même à prendre du temps pour moi,
à me déconnecter un petit peu de mon téléphone et de qu'est-ce que je pourrais poster sur les réseaux, j'ai pas posté sur les réseaux, j'ai pas fait mon podcast, j'ai pas fait, entre guillemets, je vois que j'ai des réponses pendant mon entraînement, j'ai envie de répondre tout de suite parce que j'ai peur de ne pas avoir le temps dans la journée, ce genre de choses, de prendre le temps sur l'ordinateur. Et finalement, dans mon entraînement, je me retrouve à m'entraîner, mais à moins m'entraîner, ou parfois, finalement, j'ai tendance à me mettre énormément de choses parce que je ne veux plus avoir mal, mais en même temps, j'ai différents objectifs. Je veux plus avoir mal dans le sens, je veux plus avoir mal à l'épaule ni à la hanche. Donc, je m'entraîne tout le temps sur ces deux points qui sont, dans ma tête déjà, rien que dans ma vision, je les considère comme des points faibles. Donc, ils ne peuvent que être douloureux si moi encore, je sais que c'est des points faibles. Je sais que je me suis blessé là-dessus. Donc je sais que je vais devoir mettre un niveau d'attention un peu plus important sur mon épaule gauche et ma hanche droite parce que je me suis déjà blessé dessus. Et par exemple, sur mon épaule droite, je ne me suis jamais blessé dessus. Donc j'ai pas besoin d'avoir un niveau d'attention, un niveau de pace, de race, de développement de la mobilité qui est important. C'est là où la spécificité de l'entraînement rentre en compte. Et c'est pour ça que quand vous prenez des programmes qui sont génériques, en fait, il faut les adapter à vos besoins. Ça m'est arrivé de prendre des programmes pour ma hanche, justement, quand j'étais en recherche pour régler cette problématique-là, et de commencer avec des pails et des rails et des étirements. Et en fait, j'avais mal parce que ça fonctionnait pas, parce que c'était déjà à 100% en fait. C'était pas mentionné qu'on pouvait commencer un peu plus bas dans l'intensité et qu'il faut commencer plus bas pour habituer les structures à tolérer un étirement et permettre du coup d'avoir un relâchement au niveau du système nerveux et induire petit à petit avec la répétition dans le temps une adaptation tissulaire pour un remodelage au niveau du tissu en donnant une direction du tissu au niveau du tissu conjonctif qui est qui a peut-être une tension mécanique et une tension neurologique, en tout cas une rigidité neurologique. Là où il y aurait une sorte de barrière de protection neurologique qu'il va falloir dans tous les cas lever via des signaux de force qu'on va envoyer, et notamment grâce à l'isométrie. Et c'est là où on a tous les outils de PAILS, de RAILS, d'isométrie positionnelle, ou ce genre de choses qui sont intéressants en fonction du temps sous tension qu'on va passer. On aura plus ou moins de temps sur l'architecture, mais ça va se faire dans la durée, dans la partie macro, dans le sens que au plus je passe du temps dans une position, au plus je crée du tissu. C'est comme le biceps, si je fais une contraction isométrique là maintenant, je vais avoir une contraction de mon tissu, mais je ne vais pas avoir plus de biceps maintenant tout de suite. Par contre, si je répète cette contraction isométrique ou même juste un mouvement comme ça dans le temps, 2 à 3 fois par semaine avec une intensité qui est croissante et une surcharge progressive, je vais avoir une adaptation tissulaire. C'est pareil pour tout ce qui va être mobilité. Si je fais juste une contraction isométrique de temps en temps comme ça, il ne se passera rien. Si je me mets juste dans une position d'étirement et que je fais juste du passif et que je ne contracte pas, cette amplitude elle ne m'appartiendra pas et en plus je ne viendrai pas chercher à synthétiser plus de collagène via du coup la stimulation des fibroblastes qui sont en réponse à la force. C'est comme ça qu'on crée du nouveau tissu et ça marche pour le muscle, pour le tendon, pour le ligament, pour la capsule articulaire, pour les os. Tout fonctionne, tout réagit et tout s'adapte. Il suffit juste de surcharger et d'avoir de la spécificité dans ce que vous voulez faire. En fonction du niveau de contrainte que vous allez appliquer, vous allez avoir du coup une réponse au niveau des tissus, que ce soit d'un point de vue biologique, mais aussi une réponse au niveau du système nerveux, que ce soit d'un point de vue neurologique. Ça, c'est la nouvelle formation aussi que je suis en train de suivre, qui est celle de Absolute Sport Science, qui a été faite par le docteur Michael Chivers et John Quint. Et je suis en train de la suivre et justement, eux, ils parlent de deux pôles. Alors, il faut que je me remette bien dessus, mais ils parlent de la partie neurologique et de la partie tissulaire qui, quand les deux se rencontrent sur un mouvement, c'est ce qu'on appelle la force réactive. Donc en gros, c'est la capacité, de ce que je comprends pour l'instant, mais peut-être que je reviendrai dessus, c'est la capacité du système nerveux à utiliser tout le réseau neuronal qu'on va avoir pour activer les fibres musculaires à un instant T, et c'est la capacité du tissu conjonctif à délayer les forces pour pouvoir ensuite du coup les absorber et les rediriger vers les structures qui vont absorber la force pour pouvoir ensuite produire un mouvement. Notamment, ça se retrouve sur un changement de direction. Quand je vais avoir un freinage excentrique rapide, j'ai une intention de vouloir produire de la force pour repartir dans l'autre sens, donc il y a une action au niveau neuronal qui a été envoyée, une contraction musculaire qui est envoyée, ça tire sur le tissu conjonctif lui doit absorber cette force qui a été générée au niveau musculaire pour pouvoir ensuite la redistribuer et la renvoyer. Donc si jamais le tissu conjonctif n'est pas suffisamment fort ou le réseau conjonctif n'est pas suffisamment fort pour tolérer l'intensité de l'information qui a été envoyée par le système nerveux, c'est là où ça pète. Voilà. En général. C'est cette différence-là qui crée plus ou moins la blessure sur des excentriques, en tout cas rapides, où on a une absorption de force avec de la vitesse qui peut créer du coup tout ce qui va être lésion, déchirure ou autre. De toute façon, c'est tout le temps comme ça. Il faut que l'énergie puisse être dissipée par une structure pour ne pas avoir de blessure. Tout simplement. Et si la structure n'a pas la capacité à absorber cette énergie, elle casse, elle pète,
on se blesse. Ça marche pareil pour un coup de poing, ça marche pareil pour un accident de voiture, c'est tout le temps la même chose. Quelqu'un qui va mettre un coup de poing à quelqu'un d'autre, si la mâchoire casse, c'est parce que la mâchoire n'a pas été en capacité d'absorber ce niveau d'énergie, donc ça s'est brisé. Voilà. Ou si le poing casse quand on vient taper sur quelqu'un, ben c'est pareil, c'est que le poing n'était pas suffisamment fort, le système osseux, ligamentaire ou musculaire n'a pas pu délayer et absorber cette force, donc il a bien fallu qu'elle parte quelque part, ça se résulte en cassant quelque chose. Voilà. Donc on ne crée pas l'énergie, on ne peut que la transformer en quelque chose. L'énergie, là, elle a été transmise au système, le système n'a pas supporté, elle est obligée de casser. C'est de la physique, c'est comme ça. Ou alors, il absorbe, et auquel cas, bah, si c'est suffisamment stimulant, on aura un maintien, on aura soit un maintien des tissus, soit une explosion des tissus, soit un développement tissulaire. Voilà. Donc c'est un petit peu comme ça qu'il faut penser. Et vous avez vu que tout ça peut s'appliquer à n'importe quel domaine et que ce n'est pas dépendant d'une seule et même méthode. Voilà. Et donc ça va être, je pense, une bonne partie du séminaire que je vais faire avec Functional Range Conditioning, qui aura lieu à 18 h aujourd'hui, ce samedi et ce dimanche. Donc j'ai déjà fait une bonne partie avec Kevin sur ça. Je continue de re-regarder les modules pour me remettre tout en tête, pour continuer à me former, pour reprendre des informations, comme un très bon livre. Que ça c'est aussi intéressant, c'est dans l'apprentissage. Parfois je me rends compte que je n'avais pas suffisamment de connaissances à l'instant T pour comprendre ce qui m'était dit. Et donc en revenant dessus, j'ai d'autres informations que je perçois, que je ne percevais pas avant, et que j'arrive à comprendre avec plus ou moins de points de vue différents. Donc c'est assez intéressant. Donc c'est pour ça, et je passe énormément de temps à faire ça, en plus des 20 à 25 heures de coaching par semaine, et en plus des 6-7 personnes que j'ai, 8 personnes que j'ai en ligne. Donc voilà, donc là on est quand même pas trop mal. Et à terme, l'idée, ça serait que le jour où j'ai un peu plus de temps, donc ça c'est pour les parties projets futurs, ça serait de pouvoir, enfin en fait c'est même pas une question de temps, c'est une question de décision. Je dois décider de mon côté de créer la formation que j'ai envie de faire sur la réhabilitation et sur comment faire pour comprendre tous ces principes et les mettre en application en fonction des différents tissus, parce que finalement tout le corps répond à des contraintes. Il faut juste pouvoir doser, c'est juste une question de dosage et de niveau de contrainte qu'on va appliquer en réponse à quelque chose qu'on voudrait avoir. Donc voilà, et pour ça, on est obligé de passer par de la force. Et comme la force, le docteur André Ospina le dit, c'est le langage des cellules, eh bien, on peut passer que par ça pour pouvoir créer des nouveaux tissus et stimuler un remodelage tissulaire et pouvoir permettre de retrouver une fonction articulaire normale et une capacité de mouvement normale. Voilà. Donc voilà pour le petit débrief. Et d'ici là, j'espère pouvoir tenir un peu plus mes podcasts de façon un peu plus régulière, ainsi que mes vidéos sur Instagram. Donc si jamais vous voulez me suivre, vous n'hésitez pas, vous avez les liens dans la description, vous avez mon site internet que vous pouvez visiter. Si vous voulez me poser des questions sur Instagram, c'est avec plaisir. Vous avez une partie aussi pour l'instant sur le School, sur lequel je peux vous renvoyer si vous voulez des informations complémentaires concernant la capsule articulaire ou les évaluations articulaires. Vous faites une demande et puis je vous accepte pour l'instant. Profitez-en. Mais peut-être que tout ce contenu-là ira un jour sur Podia de façon à alimenter une formation payante. Voilà. Vous avez aussi mes guides de mobilité, guides de la programmation et guides de la réhab qui sont sur mon Podia. Vous avez juste à laisser votre adresse mail et votre nom, vous cliquez et puis ça vous l'enverra, vous pourrez le télécharger facilement. Voilà, à la prochaine.